la population iranienne veut des relations apaisées avec Israël. Les peuples perses et juifs sont deux peuples en fait qui entretiennent des relations, je dirais, depuis 2600 ans. Il y a une affection particulière entre les Iraniens en fait et les Juifs en général, et donc il y a une dichotomie, si vous voulez, entre les sentiments éprouvés par la population iranienne vis-à-vis d'Israël, et évidemment ce régime qui est un régime islamiste de Mollah. Les Iraniens parlent souvent d'ailleurs, en parlant de la République islamique d'Iran, ils disent que c'est un régime d'occupation en réalité, donc ça en dit long. Donc c'est vrai que Israël aujourd'hui peut compter sur un capital, si vous voulez, sympathie à l'intérieur de l'Iran, mais après il faut quand même qu'il y ait les conditions, je dirais, si le régime venait à chuter, il faut bien qu'il y ait une continuité de l'État qui soit assurée d'une façon ou d'une autre. Il faut bien que les oppositions iraniennes, qui sont quand même relativement nombreuses, arrivent à se mettre autour de la table et à travailler ensemble. Il y a des gens qui sont quand même aujourd'hui, je pense, incontournables. Je pense à Reza Pahlavi notamment, mais pour prendre peut-être la suite. Mais pour le moment, on ne sait pas encore réellement ce qui va se passer, comme je vous le disais, parce que ça dépend aussi de la Maison-Blanche, de Donald Trump, qui a quand même des avis qui sont pour le moins changeants. Oui, et c'est vrai qu'on a vu hier ces images une partie de la population à Téhéran danser, être ravi d'avoir vu que le gardien de la révolution, par exemple, avait été Emmanuel Razavi, tué par les frappes israéliennes. Alors oui, les Israéliens ont tué en fait des très très hauts gradés, ce qu'on appelle des officiers généraux en fait du corps des gardiens de la révolution. Salami, Bagheri. Voilà, absolument, à commencer par leur chef Hossein Salami, évidemment des chefs militaires comme Bagheri. Si vous voulez, en fait, il y a un mélange. Moi, là, en échangeant en fait avec Téhéran, je constate qu'il y a un mélange en fait d'espérance, c'est-à-dire que beaucoup d'Iraniens souhaitent qu'Israël aille jusqu'au bout pour renverser en fait le régime. Et puis, il y a évidemment la peur, c'est-à-dire la peur parce qu'ils ne savent pas du tout ce que la communauté internationale, à commencer par les États-Unis, veulent faire. Et c'est vrai que c'est assez flou pour le moment. C'est vrai que le monde est sur le qui-vive là pour l'instant. On entend des appels à la désescalade d'un côté. On voit que Donald Trump ce matin encore menace Téhéran de représailles. C'est vrai que là on est un peu dans une situation extrêmement floue. C'est une situation qui est floue, vous avez raison, et c'est une situation qui ouvre à plusieurs scénarios, parce qu'aujourd'hui les options, je dirais purement militaires de la République islamique d'Iran sont quand même relativement faible. Il y a vraiment une crainte aujourd'hui de voir, par exemple, le détroit d'Ormuz déstabilisé. Le détroit d'Ormuz, c'est un détroit en fait du Golfe Persique par lequel transite, si vous voulez, une quasiment 25 à 30% en fait de la production d'hydrocarbures. Voilà, à l'échelle mondiale. Donc ça pourrait impacter quand même les économies, je dirais, occidentales durement, en tout cas pour quelques semaines au moins. Il y a évidemment la menace terroriste à laquelle on pense, parce qu'à chaque fois que l'Iran se retrouve affaibli sur la scène internationale en général, elle a des cellules en fait terroristes. La France a connu ça. On a eu plusieurs attentats commandités par les Iraniens il y a des années. Donc tout ça peut se reproduire. Donc évidemment, il y a plein d'inconnus, plein d'inquiétudes. Et je vous cacherai pas que, encore une fois, les Iraniens qui sont à l'intérieur du pays me disent exactement ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs scénarios aujourd'hui. Ils espèrent que les Israéliens iront vraiment jusqu'au bout et qu'ils seront soutenus par les États-Unis. Alors c'est vrai que on voit que effectivement il y a eu la chute d'Assad, il y a l'affaiblissement du Hezbollah. Est-ce que ça montre tout ça, que les alliés de l'Iran finalement ne sont pas invincibles, ce qui pourrait effectivement inspirer l'opposition à intensifier des actions? Et quels sont ces moyens, quels sont ces leviers? Déjà, je vous remercie de le dire, parce que écoutez, depuis des mois, pour ne pas dire en fait des années, on entend certains experts de l'Iran nous expliquer qu'il faut composer en fait avec ce régime islamiste. Je le rappelle, vous avez parlé du régime de Bachar el-Assad, mais ce qui se passe dans les prisons iraniennes, c'est pas mieux que ce qui se passait dans les prisons de Bachar el-Assad. Ce sont les mêmes méthodes. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on sort enfin d'une espèce de fiction qui consistait à nous faire croire que la République islamique d'Iran, et j'insiste, moi je parle bien de République islamique d'Iran et pas d'Iran, parce que ce régime est une parenthèse réellement dans l'histoire en fait de l'Iran. Si vous voulez, aujourd'hui, en fait, on voit bien que c'est un régime qui a des faiblesses structurelles. Je vous rappelle quand même qu'Israël a réussi quand même à décapiter les états-majors de l'armée, de l'aviation, des passes d'Aran, enfin des gardiens de la révolution en 48 heures, quand vous voyez que Poutine n'a pas été foutu de faire le tiers de la moitié du quart de ça avec l'Ukraine. Donc, très clairement, ça vous montre bien à quel point le pays est faible.